Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour la première de 2023. Bonne année, meilleurs vœux, etc. Blablabla, voilà, on est tranquille avec ça. Nous on est là pour jouer, on n'est pas là pour se faire des bises sous le hou. Bah non. On est là pour jouer à quoi d'ailleurs? À Paper Tales. Paper Tales, version intégrale, attention, l'édition intégrale. Donc, saluons les artistes quand même. Masato Uesugi. Et donc ça, c'est le créateur du jeu. Christine Alcouf à la baguette du dessin, enfin de l'illustration. On va y arriver quand même. Et donc, que dire, c'est un jeu qui figurait sur ma liste de Papa Noël. Vous savez, la liste que j'ai fait, là, des jeux que je souhaitais recevoir à Noël. C'est super cool parce qu'il est même arrivé un petit peu plus tôt. Il est arrivé pour mon anniversaire 2 semaines avant. Plutôt pas mal. J'ai donc pu le tester d'ailleurs, 2 parties, donc 4 parties pour l'instant. Une fois dans une enfin, 2 parties dans une configuration à 4 joueurs et 2 parties dans une configuration à 2 joueurs. J'ai pas encore joué le solo, c'est l'objet de cette vidéo, on va le tester en solo, voir ce qu'il a dans le ventre ce garçon. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson, c'est les potes. Merci les amis pour les soutiens sur la chaîne. Alors en particulier, on va saluer l'entrée de Hellfire Sponge et de Olivier, parmi les super thanks sur YouTube, donc, qui ont fait une donation toujours sympathique pour soutenir la chaîne. Merci. Des gros bisous et à tout le monde de manière globale. Aux 12 aussi qui se reconnaîtront, les 12. Et ils ont fait fort les 12. Hein. Si vous saviez, les 12, ils ont fait très fort. Paper Tales, du coup, solo. Alors, si vous ne connaissez pas les règles du jeu, soit je vous invite à aller voir une explication de règles quelque part, parce que c'est pas, vous savez que c'est pas mon dada, soit je vous apprends en jouant, parce que le jeu est tellement fluide que vous pouvez aussi découvrir en jouant avec moi, il n'y a aucun problème. À savoir que en solo, nous allons affronter le roi Lich ici présent et son armée qui sera plus ou moins fantomatique parce qu'on verra les cartes sans qu'il les pose vraiment devant lui, c'est un petit peu abstrait comme notion. Je serai représenté par la tête de reine jaune et le roi Lich sera représenté par la tête de reine violette. Voilà, ça se joue en 4 manches, 1, 2, 3, 4. À l'issue des 4 manches, le joueur, moi ou le roi Lich, lui, qui a le plus de points de victoire. Donc on verra sur cette piste des points de victoire, enfin des points de légende. Dans le jeu, nous parlons de points de légende. Remporte la partie. Donc nous, on doit faire mieux que lui. Égalité, c'est lui qui gagne. Il faut forcément avoir un score supérieur à lui. Et je vous propose d'y aller tout de suite. D'ailleurs, quand on démarre... Alors j'ai pas... On va faire bien les choses. On va voir sa capacité. On peut jouer de 1 à capacité et de 1 à 4 capacités, pardon, pour le roi Lich, pour ajuster la difficulté. Je suis un pauvre petit novice. Je vais prendre une carte, je vais la jouer petite bite, hein, n'ayez pas peur des termes. Voilà. Donc on va mélanger, attention, les effets normaux. Hop, nous allons jouer celle-ci. Alors c'est quoi? Le roi Lich marque un point de légende supplémentaire dans la phase 1. D'accord. Ça, c'est sa capacité qui va l'accompagner pendant toute la partie. C'est comme ça. Je ne peux rien y faire. Donc, en gros, il scorera 4 points de victoire en plus en tout, parce qu'il y a 4 manches, il va scorer à chaque fois pendant la phase 1 de chaque manche. Il n'y a qu'une phase 1 par manche, bien sûr. Alors, le jeu net de jeu ici. De base, le jeu se joue en 4 manches, 4 manches de 6 tours. Donc là, je suis quand même en train de vous faire un topo des règles. Essayez de le faire extrêmement rapidement. Il y a une phase de recrutement où on prend les cartes, on draft quand on est plusieurs. Il y a un simili draft ici en solo, vous allez voir. Il y a le déploiement, on va poser les cartes qu'on a draftées, celles qu'on souhaite poser, donc on va pas forcément avoir envie de toutes les poser. La guerre, on compare nos forces avec les adversaires pour mettre des points ou pas. Les revenus, simplement, on récupère des pièces. La construction, nous allons pouvoir construire des bâtiments, pour l'instant ils ne sont pas construits. Et l'âge, nos troupes pour prendre de l'âge et mourir quand elles seront trop vieilles. Voilà. Donc nos troupes ne resteront pas du début à la fin. Il y aura un certain turnover, il va falloir gérer ce turnover de troupes. En gros, c'est ça. La partie solo ajoute 2 petites choses. Pendant la première phase de recrutement, en fait, c'est juste que le recrutement va se faire un peu différemment, et le roi Lich va scorer des points à ce moment-là. Et pendant les guerres, pareil, on va affronter 2 armées du roi Lich. Il a 2 armées, il y a 2 forces qu'on va devoir
battre dans la mesure du possible. Et en fait, c'est tout, il n'y a pas grand chose d'autre à savoir, c'est assez fluide. Le jeu de base est assez fluide, hein. Et enfin, contre le roi Lich, ça va être pareil, ça va être assez rapide. Assez rapide, attention, nuance, c'est quand même ma vidéo, hein, donc ça sera pas si rapide que ça, mais peut-être garder les fiches, ouais, peut-être pas loin ici quand même, pour qu'on se fasse une idée. Allez, on commence avec 3 pièces, et on commence le premier âge, alors c'est pareil, il y a 4 cartes qui ont des possibilités différentes pour l'ennemi, qui vont montrer des... On va découvrir ensemble, parce que je les ai même pas vraiment regardées, donc je suis en train de bragouiller un truc dont j'ai même pas d'assurance. On va en garder qu'une, je vais exclure les 4 autres, donc les 3 autres, c'est d'accord, il y a 3 autres. Ça, c'est la carte de l'âge 1 du roi Lich. Donc lui, il va scorer très rapidement 3 points de victoire, je peux presque les mettre maintenant. Il a une autre façon de scorer, il va remporter 2 points de victoire pour chaque carte avec au moins un effet en phase 5. Moi, j'ai atterri, quand je vais drafter mes cartes maintenant, à ne pas lui laisser des cartes qui ont un effet en phase 5, dans la mesure du possible. Et ce qui va scorer à chaque fois. Vous allez voir que les cartes que je ne vais pas prendre, lui va les prendre. C'est ça le problème. Et il a son armée avec l'écu noir va valoir 2 en force. L'armée avec l'écu violette va avoir 2 de force aussi. Ça va s'améliorer, parce que vous verrez qu'en fait, on va révéler la carte numéro 2 pendant la phase de combat. Donc il y a une partie de sa force que je vois, la deuxième moitié de sa force, je ne la vois pas. Je sais pas, il y aura peut-être 1 et 3, il y aura peut-être 0 et 2. Je connais pas les cartes, donc j'en sais rien, mais ça va être la surprise. J'ai mélangé le paquet, mais je vais le remélanger pour vous montrer qu'il n'y a pas de trucage. D'ailleurs, je vais essayer de vous donner mes analyses pendant la partie, comme d'habitude, hein, on va vivre la partie ensemble. Mais je dois quand même avouer que c'est pas un jeu dans lequel, pour le moment, je suis très à l'aise. Donc on va vivre la partie d'un débutant. C'est mon truc, ça popote. Peinard. Voilà. Donc on a 3 pièces, on va essayer de les dépenser à bon escient. Mais là, comment ça marche? Comment fonctionne le draft? Ouais. J'ai 5 cartes, je vais en garder une. Les 4 suivantes, enfin les 4 que je ne prendrai pas, vont aller en enfer. Comme ça qu'on appelle la défausse. L'enfer qui représentera les cartes que le roi Lich va récupérer. Puis, je vais reprendre 4 cartes de la pioche, je vais en garder une et mettre les 3 autres en enfer aussi. Pareil, j'en reprends 3, j'en garde une, les 2 autres vont dans l'enfer. Il y aura 9 cartes dans l'enfer. À ce moment-là, je mélange les 9. J'en prends 2 pour moi, j'en garde une, je rends celle que je ne prends pas. Et j'en pioche la dernière au-dessus pour avoir 5 cartes en main. C'est comme ça que ça va se passer. Vous allez le voir à l'œuvre. Donc là, en gros, je ne peux en garder qu'une seule. Il y a le colosse qui coûte 2, qui vaut 1 en combat, mais qui vaut en phase 3 7 au lieu de 1 s'il y a un ou plusieurs pions vieillesse sur le colosse. Donc au début, j'aurai pas de pion vieillesse. Bon, c'est-à-dire que le colosse, au début, il va faire que 1 en combat, c'est pas tip top. Le fermier, lui, c'est un combattant, piètre combattant, mais il coûte rien, et il produit de la bouffe. Il pourrait me permettre d'acheter des villes. On va jeter un coup d'œil sur les villes, les bâtiments. On va jeter un coup d'œil sur les bâtiments derrière. Il y a un grand architecte, je connais même pas la carte, je sais la première fois que je tombe dessus, qui, pour 1, permet pendant la phase 5, oh, phase 5, attention, lui va scorer 2 points pour la phase 5. Vous pouvez payer une pièce au lieu de du bois, de la bouffe ou du minerai. Bon, on va appeler ça le minerai, je sais pas trop ce que c'est, de la pierre précieuse, quelque chose comme ça. Autant de fois que souhaité. Ah, ça peut être très bien pour se développer. Très très bien. Et de toute façon, je n'ai pas tellement envie qu'il est, donc je pense que je vais garder celle-là. On va quand même regarder ce qu'il y a ensuite. Le vétéran, il vaut 0, il a déjà 3 en force, c'est pas mal pour gagner la guerre assez rapidement. Mais il commence déjà avec de la vieillesse. Quand on va le déployer, il aura déjà un pion de vieillesse. Attention, pion de vieillesse, quand on arrive sur la phase de l'âge, la dernière phase de la manche, on va d'abord faire mourir toutes les unités qui ont un pion vieillesse, c'est-à-dire que le vétéran va déjà mourir, en fait, hein, si on joue à la fin de cet âge-là, il va déjà mourir. Puis on va rajouter un pion vieillesse sur toutes les autres cartes. Ceux qui ne sont pas morts vont vieillir et mourront lors de la phase âge suivante. Et la maîtresse du temps, qui, quand elle arrive, ajoute 2 pions vieillesse sur une de vos unités. On va se dire, mais quel intérêt de faire vieillir, elle coûte 0, quel intérêt de faire vieillir des unités plus vite que prévu? Vous verrez peut-être dans cette partie qu'il y a des cartes qui combattent bien que ça. Il y a des cartes qui, plus elles sont vieilles, plus elles rapportent des points, ou ce genre de choses. Enfin, c'est parfois intéressant de faire vieillir.
Donc c'est... voilà. Bon. Nous, on va partir sur le grand architecte, parce qu'il coûte que 1, il attaque pas très fort, mais il permet d'acheter pour 1 autant de fois que souhaité, c'est quand même très intéressant. On va prendre celle-là, on va mettre celle-ci dans l'enfer, qu'on va mettre là pour l'instant. Je vais plutôt le laisser comme ça. Je suis censé pouvoir regarder à tout moment ce que j'ai mis là, hein, c'est pas gênant. On va s'intéresser au bâtiment. Je vais vous en montrer un ou deux pour ceux qui ne connaissent pas encore trop le jeu. C'est une partie quand même assez didactique, bien sûr. Donc les bâtiments se présentent tous comme ça. Il y a un niveau 1 et un niveau 2, surtout un niveau 2. Alors que je regarde de ce côté-là ou du côté niveau 1, ça va être les mêmes choses en bas. C'est juste que niveau 1, on peut réaliser que cette partie en bas à gauche de l'effet. On peut réaliser que cet aspect-là du bâtiment. Profiter que de cet aspect-là du bâtiment. Si on est niveau 2, on profitera des deux. Mais c'est la même chose. Niveau 2, ça ramène 3 points à la fin de la partie. Niveau 1, ça ramène qu'un point. Et niveau 2, on va pouvoir ajouter une troisième carte en première rangée. Je ne vous ai pas encore parlé des notions de placement des unités qu'on va jouer. Vous allez le voir assez vite. Mais en tout cas, c'est très bien de pouvoir déployer une 5e unité, c'est-à-dire une 3e sur la première rangée. Donc construire un bâtiment, ça coûte des ressources. Donc là, par exemple, c'est un minerai violet, là, ou alors 2 pièces. Et là, pour passer niveau 2, il faudra payer 2 unités de minerai, ou alors 3 pièces. Si je veux construire d'un seul coup le niveau 2, sans m'arrêter par le niveau 1, donc vraiment, j'ai pas de temple, je construis directement le temple niveau 2, je dois payer, bien sûr, les 2 étapes en même temps. C'est là où ça peut être intéressant de payer qu'une pièce pour chaque ressource avec le grand architecte. C'est super intéressant. Et ça va donner des effets. Hein. Donc le temple, en plus des points de victoire en fin de partie, en plus de pouvoir déployer une 5e unité, on va pouvoir, par exemple, à la phase 4, gagner 2 pièces, à la phase de combat, gagner 2 points de victoire, pourquoi pas, c'est des choses sympas. Les autres bâtiments, ça va apporter des pièces ou des points par rapport à ce qu'on produit en bouffe, ce qu'on produit en bois. Oui, là, ça va être, la ville, ça va plutôt être de la production. Ça va automatiquement produire des ressources, pourquoi pas. Donc, il y a des stratégies à faire, sachant qu'on ne pourra construire qu'un seul bâtiment par tour de jeu. Il n'y a que 4 tours, il y a 5 bâtiments. Vous faites le calcul, on va devoir faire des choix, d'autant plus qu'à chaque fois qu'on va construire un bâtiment en plus de ce qu'on a déjà construit, il va coûter un prix de, j'ai oublié le terme, de propriété, je crois, quelque chose comme ça. Donc le premier bâtiment n'aura pas de surcoût, mais le deuxième il aura un surcoût d'une pièce, et le troisième aura un surcoût de 2 pièces, etc., etc. Alors je dis 1 et 2, mais c'est peut-être 2 et 4, j'ai un doute. Ça doit être 2 et 4, je vérifierai. Voilà, donc ça, pour moi, Grand Architecte, c'est plutôt un bon choix pour commencer ce premier tour. Alors, elle n'est pas encore jouée, hein. Elle est dans ma main, je vais la mettre là. C'est pas encore dit que je le joue. Donc, j'aurais peut-être plus intéressant à faire, et j'ai pas non plus une richesse infinie. On a une milicienne dans ma deuxième main. Pas de ma deuxième main, dans ma deuxième salle de cartes, là. Donc là, on n'a plus que 4 cartes. On va en choisir une, on va en déposer 3 en enfer. La milicienne qui a 2 de combat, qui vaut 0. Pendant la phase de combat, elle a plus 1 par ancienneté, par pion d'âge sur elle. Pour l'instant, elle n'en a pas, donc elle aura que 2. Le mineur, lui, produit du minerai. Hein. On va appeler ça du minerai, allez. Je dis ça, mais c'est dans le jeu, oublié. On a encore la milicienne. Alors, il y aura des cartes en double. On a la rareté ici. Vous voyez là, par exemple, il y a 3 petites cartes ici, en haut à droite de la carte. Ça veut dire qu'il y a 3 exemplaires de cette carte dans le deck. On est tombé sur le deuxième exemplaire directement. Fermier, on l'avait déjà vu. Fermier, ça vaut 0. Ça fait quand même un attaque. On me dirait, milicienne, ça permet quand même de se défendre un petit peu au début, mais ça produit rien. Donc après, stratégie à voir, est-ce que je veux viser le temple, par exemple, à construire? J'aime bien le temple, c'est un bâtiment que j'apprécie pas mal. Ça peut être, ça apporte 2. Avec le grand architecte, ça peut être intéressant, ça peut être autant intéressant d'avoir le mineur pour amoindrir quand même le coût de la construction du temple, sachant que lui a quand même 2 de défense. Moi, je pense que je vais partir sur le mineur. Allez. On part sur le mineur, de toute façon, on y va un petit peu à l'aveugle quand même. Et là, on verra les dernières nouvelles cartes du tour. J'ai plus que 3 cartes à prendre. Et j'en ai plus que 3 à découvrir là. C'est la main de 3. J'en prends une, j'en balance 2 en enfer. Alors le bûcheron qui a 2 de combat, qui produit du bois, pourquoi pas. La sculptrice qui ne fait que 1 de combat, qui vaut 0.
et qui donne 3 points de victoire. Donc ça, c'est pas, je sais pas parler de l'iconographie, mais un parchemin, ça veut dire du point de victoire. Donc du point de légende. 3 points de légende quand elle meurt. En début de partie, on est sûr d'avoir mourir. Le vétéran qu'on a déjà vu tout à l'heure, le deuxième vétéran, il y a 3 dans le deck. Est-ce qu'on le prend? Il va être... ça va m'assurer de la force, pourquoi pas. Sachant que les cartes que j'ai relâchées dans les enfers, il y en a 2 qui vont revenir. Pas très fort en combat. Ouais, je vais peut-être me laisser tenter par un vétéran, parce que si de toute façon je pars sur le grand architecte, autant prendre des choses qui ne coûtent rien. Pourquoi pas. Ouais, hop. Là, j'en ai 3 en main. On va mélanger les enfers. Voilà. Et donc là, on est reparti. J'ai plus que 2 cartes au choix. Donc je tombe sur la maîtresse du temps et le fermier, qui vont pas... Maîtresse du temps, j'ai pas vraiment de cartes qui combattent. Je pense qu'on va plutôt partir sur le fermier. Ouais, on va partir sur le fermier. Je mets ça en dessous. Et je tire la dernière, là j'ai pas le choix. Comme si on simule un draft avec d'autres personnes, la saga de cartes. De toute façon, on n'a jamais le choix. Et c'est un autre vétéran. Bon, bah voilà, donc j'ai une main de départ qui est somme toute, ouais, je sais pas, fort, moyenne, forte, moyenne, bof. J'en sais trop rien. Par contre, j'ai pas encore joué ça, donc les cartes que vous ne conservez pas vont aux enfers. Ok, en fin de phase de Roi Lich, je marque des points de légende grâce aux cartes Nécropole. Donc les gains immédiats du tour en cours. Du tour en cours, pardon. 3 ici. Donc ça y est, on commence déjà à se faire distancer. Et puis on nous dit, je l'avais montré tout à l'heure, je la remontre, on nous a dit 2 points légende pour chaque carte avec au moins un effet en phase 5. Et il n'y en a pas. On va quand même vérifier, donc j'aurais laissé passer un truc. Mais là, c'est un effet en phase 2. 6, 3, 3, 3, non. C'est bon. Donc ça, si je dis pas de bêtises, les enfers, là, on s'en préoccupe plus. Enfin, cette pile-là dégagera. Il y a une nouvelle pile qui se fera d'ici le prochain tour. Sinon, ça s'accumulerait, ça serait extrêmement fort. Nous, on arrive en phase de déploiement. On va voir ce qu'on déploie. On va à la phase de déploiement, on déploie. J'ai rien inventé. Le temple m'intéresse quand même énormément. Donc je vais m'orienter sur ça. Et on n'est pas dans la phase de construction, hein, mais je vous montre ça pour vous expliquer en quoi, comment je vais me déployer en fonction. Je vais essayer de le faire en niveau 2 tout de suite. Ça va me coûter 3 minerais, ou alors 2 pièces et 2 minerais, ou 3 pièces et 1 minerai. Mais vaut mieux la faire différemment. On a un super grand architecte ici qui va nous permettre d'éraber. Alors ça va nous donner une pièce, ça va nous donner enfin il va nous coûter une pièce, on n'aura plus que 2 pièces. Avec 2 pièces, si je construis, si je paye le mineur qui va coûter, il va me rester plus qu'une pièce. J'aurai un minerai. Ah, il va me rester une pièce et je ne pourrai pas payer. Ah, je suis embêté. Alors c'est peut-être pas sur le temple que je vais partir. Lequel me permettrait, sachant que si je joue un fermier qui coûte 0, j'ai aucun intérêt à ne pas le jouer, il coûte 0. Je peux économiser une bouffe quelque part. L'architecte pourrait me permettre de prendre la taverne, par exemple. On pourrait partir taverne. Je pourrais le jouer en niveau 3, rapidement. Ouais, là, mon start serait orienté par mes cartes, hein, c'est pas l'inverse. Hein. Je voulais à la base prendre mes cartes en fonction du temple, mais je vais pas partir sur le temple. La caserne, j'aime pas trop les bonus pour l'instant, je suis pas bien. Alors, il y a l'option ville qui permettrait de produire des choses et ça me faciliterait le développement par la suite, mais là c'est que du bois et j'ai pas grand chose qui produit du bois. Rien. Je dois repayer sur. J'aurais dû payer avec l'architecte pour payer tout le bois et j'aurais pas eu assez. Et la mine, avec le minerai. Non, mais on va partir taverne, c'est ma seule option. Oui, c'est la seule option. Donc on va laisser ça ici. Alors ce que je vais faire, quand on engage des troupes, on a le droit d'engager 2 troupes devant, 2 troupes derrière. Elles ont toutes des valeurs de combat, mais uniquement les troupes de devant sont comptabilisées pour savoir quelle armée est bas quelle autre armée. Typiquement là, je vais jouer un grand architecte, il coûte 1. Hop, je dépense 1. Je vais jouer en bas. Je vais jouer le fermier qui coûte 0.
Je vais jouer un vétéran devant. 3, ça m'arrange. Alors si je pars sur un double vétéran devant, avec 600 force, ça devrait passer. C'est-à-dire que le mineur, je ne le jouerai pas. Je peux le mettre en réserve, parce qu'on a la possibilité de garder une carte en réserve. Quand je dis réserve, c'est une carte qui est mise un petit peu en retrait, que je pourrais rejouer par la suite dans la partie. Si je pars sur ça, alors si je pars sur ça, c'était la taverne qui m'intéressait. La taverne qui va me coûter 1 en nourriture, je l'ai. Et pour passer au niveau 2, bois de nourriture, je paierai 2 pièces avec ça. Ouais, on va faire ça. Donc je peux pas payer plus. Donc j'oublie le mineur, c'est pas la peine. Je vais vraiment le conserver, je vais la mettre là. C'est bon, j'ai fait mes choix. Dans une partie en multijoueur, pendant la phase de déploiement, on pose tous nos cartes face cachée, celles qui n'ont pas encore été révélées, parce qu'elles sont pas là déjà depuis le tour précédent. Et une fois que tout le monde a placé ses cartes, là on révèle. Sinon, ça serait trop facile. On attendrait de voir ce que les autres joueurs mettent, surtout sur l'avant de leur royaume. On appelle ça le royaume, il me semble. Et bah, ah tiens, il joue ça, j'ai hésité. Ah bah je vais mettre ça, comme ça je vais le contrer. Non, ça serait trop facile. Et en multijoueur, on affronte les armées des 2 voisins directs. Si on est à plus que 3 joueurs, on n'affrontera jamais directement les joueurs qui sont au-delà des voisins directs. Donc, nous arrivons à la phase des guerres, parce qu'il y en a plusieurs. On révèle la carte nécropole suivante. Hop, on la révèle, alors je vais mélanger, il y en a plusieurs de 2. Hop. Ah, j'ai oublié de marquer le point supplémentaire du roi Lich par contre. C'est en phase 1, donc il a 4. Mea culpa, il est à 4. Voilà. On révèle cette carte-là, qui est une carte... Alors le 5, on s'en préoccupe pas pour l'instant, ça va être scoré un peu plus tard. Ça sera scoré dans tous les cas. Pareil pour cet effet-là, un point de victoire pour chaque carte qui produit du bois, on verra plus tard. Là, ce qu'on constate, c'est qu'il a 2 en combat côté noir, 3 en combat côté violet. Puis vous allez voir, ça forme une petite fresque sympathique. Pour ceux qui aiment les choses moelletées. Et on a donc un total de points de force. En noir, 2 et 2, 4. En violet, 2 et 3, 5. J'ai 6 sur mon avant, sur l'avant de mon royaume. Donc je suis devant sur les 2 plans. Une victoire au niveau de la guerre, c'est 3 points pour un joueur humain. Donc en multijoueur, c'est 3 points aussi. En plus, vous avez les infos pour la partie multijoueur, c'est cool. Alors bien sûr, en multijoueur, c'est du pur draft, hein, la phase de recrutement. On a 5 cartes, on en garde une, on passe au voisin, on en récupère 4, on en garde une, etc. Jusqu'à épuisement. La petite bidouille que j'ai faite à la fin, c'est une règle typiquement solo contre l'armée du roi Lich. Je laisse ce pion là pour bien indiquer qu'on est toujours en tour 1. Donc je gagne 2 guerres, je remporte 3 points, parce que je gagne 2 fois la guerre. C'est tout, il n'y a pas plus. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, si le roi Lich lui gagne une guerre ou 2, enfin il marque 1 point par guerre remportée, donc lui il marque un petit peu moins de points. Mais enfin il récupère des points ailleurs. Donc je passe devant, mais vous allez voir que ça va certainement pas durer des masses. Nous arrivons à la phase des revenus. De base, en revenus, nous gagnons 2 pièces d'or. J'ai oublié qu'il y avait les revenus avant de construire. Idiotie de ma part, vous voyez, ça souligne mon côté débutant du jeu. C'est vrai que les revenus arrivent avant la construction, donc je pouvais tout à fait, je peux encore le faire d'ailleurs, je peux revenir sur mon idée de construire du temple. Parce que là, grâce au grand architecte, je pourrais le payer. Par contre, ça serait quand même, voire à très très court terme, trop court terme, parce que si je fais ça, je grille beaucoup de pièces, et là, mes revenus, c'est des pièces que je devrais aussi, dont j'aurai la disposition pour payer mes cartes du tour d'après. Donc il faut quand même que je fasse attention. Et c'est pas fini par contre les revenus. Non, si c'est fini, il n'y a rien d'autre. C'est plus une pour les effets de phase 4, mais j'en ai pas pour l'instant. On arrive à la construction phase 5. Donc je vais quand même faire ce que j'avais pas prévu tout au début, mais ce qui m'intéressait, quand j'ai bifurqué, je partais plutôt sur la taverne. On part sur la taverne, je vais la construire directement niveau 2. Ça me coûte une viande, un bois, une viande. Je produis une viande avec le fermier, il me reste un bois, une viande à payer. Et avec le grand architecte, je peux me permettre de payer un bois, une viande à hauteur d'une pièce par matériel, on va appeler ça, ouais, par ressource, quoi.
Et je joue une taverne, niveau 3. Elle est là. Je vais peut-être me serrer un peu plus, histoire qu'on voit mieux les cartes. Qu'on voit au moins l'effet de la taverne. Je vais quand même vous la remontrer. La taverne, elle fait quoi? Déjà, je débloque un emplacement devant. J'aurai 3 soldats potentiellement qui m'aideront pour les guerres. En phase 4, je gagnerai une pièce par production de nourriture dans mon royaume. Et en phase 3, je gagnerai un point de victoire par production de nourriture dans mon royaume. Donc, taverne, c'est vraiment axé nourriture. Donc, les fermiers, je dois pas hésiter à en prendre, ça va être plutôt intéressant. Ce qu'il faut savoir. Dans le jeu, il faut toujours être vigilant, toutes les phases, il y a toujours des cartes avec des effets sur chaque phase, faut faire attention. Construction, donc c'est fait. La phase d'âge, donc là les unités avec un pion âge meurt, un pion vieillesse, j'en ai pas. Et ensuite, on rajoute un pion vieillesse. Non, attendez, n'importe quoi. Il meurt, mais oui, encore une fois, j'avais oublié ça. Donc je fais tout à l'envers. Ils sont arrivés avec un pion vieillesse, hein, bien sûr. C'est marqué sur le vétéran. Je remontre, parce que là, ceux qui connaissent le jeu sont en train de me voir, ils disent « Mais il est en train d'expliquer des âneries à ceux qui débutent, qui connaissent pas le jeu. » Oui, en phase 2, au moment du déploiement, on rajoute un pion vieillesse sur le vétéran. Donc, effectivement, j'avais déjà un pion vieillesse. Donc, on rembobine. Hop, voilà. Et donc, ils ont déjà un pion vieillesse chacun. Les unités meurent. Elles sont sorties du jeu. On les reverra plus. Ensuite, les unités qui n'ont pas encore de pion vieillesse se voient en obtenir une. On a un grand architecte vieux maintenant et un vieux fermier. Un vieux grand architecte et un vieux fermier. Et la manche est terminée. Voilà. La manche, le tour de jeu. Pas plus de points, non. Nous passons au deuxième âge. Deuxième âge, c'est reparti pour une phase de recrutement. On va faire les 5 points. Les 5 points, les 5 cartes. Et nous avons ça. Alors je vais essayer d'être un peu plus... Pourquoi j'oublie quelques trucs? Parce que j'explique en même temps le jeu, donc forcément c'est toujours pareil, c'est pas évident de tout de donner toutes les infos sans oublier les choses. L'aventurière... Alors j'adore, hein, parce qu'en début de vidéo je disais quoi? Je disais, si vous connaissez pas les règles, je vous invite à aller voir une autre vidéo. Moi je suis pas trop fanat de ça. En fait, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de jouer une partie où j'explique les règles en même temps. Désolé, j'ai voulu rire, ça s'est mal passé. L'aventurière. Qui fait quoi? Qui fait... D'ailleurs, ça part aussi. Hein. Les enfers, c'est fini. L'aventurière qui va produire un de minerai par pion vieillesse sur l'aventurière. Alors qu'au début, elle produit rien. Après, elle produira. Bon, pourquoi pas. On a le colporteur, qui lui génère une pièce d'ailleurs par phase de production, et qui produit du bois. Pourquoi pas. On a la manticore, qui en phase de combat, en phase de guerre, met plus de dégâts par production de viande dans notre royaume. On a un fermier, un vieux fermier certes, mais fermier quand même, qui pourrait... par contre ça coûte 2, hein, ça coûte cher, il fait que ça. Bon, pourquoi pas. La maîtresse du temps, encore une fois, qui ajoute de la vieillesse. On a la deuxième maîtresse du temps, qui ne m'intéresse pas plus que ça. Et le bûcheron, qui produit du bois. Alors par contre, attention, on n'a pas... Je le vois comme ça du coin de l'œil. On va re-regarder quelque chose. Attention à ça. Un point de victoire pour chaque carte qui produit du bois. Et là, j'en ai 2 dans la main. Je sais pas si j'ai avancé le pion, on est autour d'eux. C'est-à-dire que le bûcheron et le colporteur vont tous les deux amener un point de légende en face. Ça serait pas une mauvaise idée d'en garder un des deux. Maintenant, savoir lequel je conserve. Typiquement, l'aventurière m'intéresse pas plus que ça. La manticore, pas vraiment, ça coûte 2, j'ai pas une grosse économie. Et la maîtresse du temps, pour l'instant, il n'y a rien qui combotte. Donc je lui enlèverais bien une des 2 cartes pour pas qu'il m'embête plus que ça. Le bûcheron, je vais avoir 3 personnes à mettre devant, je suis pas très riche. Avoir 2 en force devant, ça peut être bien. Je vais plutôt partir sur le bûcheron. Même si le colporteur va me coûter 1, il va m'apporter 2 fois une pièce dans la partie. Donc au final, il va m'apporter une pièce.
Lui, non, mais un de combat, deux de combat, on reste sur le bûcheron. Donc le bûcheron, je le garde. Je vais le mettre ici pour l'instant. Ça part dans les enfers. Hop. Passons à la phase 4 cartes. Un chevalier qui coûte 1. Il y a 4 en combat. C'est pas très cher pour une bonne grosse force de frappe. Ah, 2 hommes arbres, ils arrivent en même temps. La bouffe. Intéressant la bouffe, parce qu'on a, avec la taverne, on a quelque chose par rapport à la bouffe. Ça peut être pas mal aussi. Le même prix. En fait, 1 de force en moins, mais la bouffe. Et le chasseur qui donne 2 et qui rajoute de la bouffe si le chasseur est à l'avant. Très intéressant aussi. Ça donne presque envie de prendre le chasseur là-dessus. En fait, toutes les cartes m'intéressent là, hein. Le marbre, c'est mon côté elfe sylvain. Le chasseur, il a presque une tête d'elfe sylvain aussi, lui. Il coûte 0, je suis sur un... Là, je suis sur un... C'est mon économie réduite qui va me faire pencher sur le chasseur. On part sur le chasseur, il y aura peut-être possibilité de reprendre un homme arbre derrière, quelque chose comme ça. Il n'y a plus que 3 à choisir ici. Donc sur ces 3 cartes-là, on a un mineur. On l'avait vu tout à l'heure. C'est le même, bûcheron encore, enfant des forêts. Ah, alors là, c'est embêtant. Il y a du bois encore une fois, 2 fois, qu'on va prendre des points de légende dans les dents. La part du roi liche. Je prendrais bien l'enfant des forêts, encore une fois, mon côté le feu sylvain. Je produis de la nourriture avec. Ça va me rapporter des pièces. Et avec le bois, je pourrais construire ce qui... Oui, je suis sûr, on va faire ça. Je pourrais construire des choses relatives au bois. Donc ça, ce sont les enfers. Maintenant, il n'y a plus que 2 cartes à prendre. Je vais mélanger ça comme il se doit. Voilà, ce sera ces deux-là. Il y a un bûcheron qui arrive. Qui tape à 2. Le mineur, on va faire l'impasse sur le minerai. On va rester bûcheron. Bon. Non, lui, il n'est pas pris. Je vais mettre de côté. Et la dernière carte, le chevalier. À 4. On n'aura peut-être pas besoin de lui. Donc ça part dans les enfers. Les enfers, on les garde quand même à portée, parce qu'ils vont consulter un peu leurs points, là. On est toujours en phase 1, ce qui est presque la phase la plus longue. Donc là maintenant, le gain immédiat du tour en cours. 5 points. 4 et 5, 9. Le roi liche marque un point supplémentaire, 10. Les bonus de quête des cartes révélées. Alors tout ça s'accumule, c'est-à-dire que même les 2 points de victoire par carte avec un effet en phase 5 continuent à fonctionner. Voilà, une fois de plus, on n'a rien. Il y a un point de victoire pour chaque carte qui produit du bois. On va regarder, donc là il en a une. Une. Ok. Hop, il passe à 11. Et phase 5, parce que j'ai pas fait attention à phase 5. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se gère en phase 5 chez lui? Non, ça va. Ok. Hop, ça dégage. On est bon. La phase recrutement, c'est réglé. La phase déploiement. Bon, bah là, il faut réfléchir. Alors, il y a possibilité de virer des personnages. Ça, c'est pas gênant, ça peut se faire. Bon, moi, dans le plan, là, j'aimerais quand même... J'ai beaucoup de cartes à 0. L'enfant des forêts, ça permettrait de développer tout ce qui est déjà la bouffe et du bois. Il y avait une carte qui... C'était laquelle? Où est-ce construire uniquement en bois? C'était la ville. Qui va permettre encore de produire derrière. De la bouffe qui permettra de faire fonctionner la taverne. Même s'il ne restera plus beaucoup de tours derrière, mais pourquoi pas. Ça fera des ressources. Par contre, si je pars sur la ville et je la construis directement au niveau 2, les bois, je les aurai. Parce que le bois, là, je suis parti pour être très très bien. Ouais, j'aurai tout le bois qu'il faut. J'ai peut-être pas forcément besoin de garder le grand architecte derrière. Par contre, il faudra prévoir que je paye 2 pièces de plus pour construire un deuxième bâtiment. Oui, je viens de vérifier, c'est bien 2 ors par bâtiment déjà construit. Il faudra 2 pièces. Je produirai d'ici là avant, donc j'aurai au moins 2 pièces de plus. Donc on n'est pas trop mal si je joue un enfant des forêts. Lui, on sait qu'il a des armées niveau 2 et 3 pour l'instant. Ouais, je pense que on partira à ville. Donc je vais jouer tout ce qui est bois. Ces 3-là, je vais jouer bûcheron, bûcheron et... Le chasseur, il faut qu'il soit à l'avant. On va le mettre à l'avant. Je vais faire l'impasse sur le chevalier, je vais faire une petite économie.
Et je pense que je remplacerai le grand architecte, c'est même sûr. Il me sert à rien, je vais le remplacer. Le chevalier va rester dans ma main en fait, parce que pour 1, avoir 4 de force, c'est quand même pas vilain. Donc ça va rester dans ma main. Attendez, j'ai ça aussi dans la main, j'ai le mineur. Ouais, mais le mineur m'intéresse absolument pas. Je veux même pas jouer. En fait, le mineur ne m'intéresse pas. Le chevalier va rester dans ma main. Le chasseur va se retrouver devant. On va mettre bûcheron et bûcheron. Ça y est, vu que maintenant j'ai le droit. Avoir un avant un peu plus mouse. Ça me coûte 0 tout ça. Ça, c'est pas mal. Et l'enfant des forêts va remplacer le grand architecte qui a fait son job. Donc lui, il part avec son pion vieillesse, hein, bien sûr, il va pas le transmettre à l'enfant des forêts, qui n'est qu'un enfant, d'ailleurs. Et ça me coûte une pièce pour la jouer. Là, nous sommes en phase 2. Il n'y a rien que je n'ai oublié cette fois-ci au niveau de la phase 2. Non. Nous arrivons sur la phase de guerre. Donc, révélation de cette carte-là, que je n'ai pas encore préparée. Je vais préparer toutes les cartes maintenant, d'ailleurs, on sera tranquille. Et hop, ça c'est bon. 4. Attends, je les connais pas, donc je pourrais même ne pas mélanger, ça serait pareil. Hein, je sais pas ce qui va arriver. Voilà. Et nous révélons celle-ci. Qui fera quoi? Qui fera un point de victoire seulement. Oui, alors on se dit c'est cool, il va marquer qu'un point de légende. Oui, mais c'est 4 et 7. Et là, ça va être la douille. Hein. Ça va être la grosse douille. Parce que le 7, il fait très mal. Le 7 va aussi servir pour le tour d'après. Et pour la manche prochaine, ça sera un point de victoire pour chaque carte avec au moins un effet en phase 6. D'accord. Là, d'ailleurs, vous notez, hein. Lucien Jeunesse, hein, ici présent. Himself. Voilà. Lucien Jeunesse. Pourquoi pourquoi je fais ça? On pense quoi, Enzo? Pourquoi je fais ça? Ah là là. Bon. V'là une chose. La guerre. 6 à battre. On compare toujours la carte du tour actuel et la carte qui va suivre. Donc 2 et 4 pour l'armée noire, ça fait 6. Je suis à combien de combats? Moi, je suis à 2, 2 et 2, je suis à 6 aussi. Égalité. Dans le jeu, une égalité équivaut à une victoire pour tout le monde. Ça m'arrange, moi, hein, parce que ça fait qu'un point pour lui et 3 points pour moi. Je suis plutôt content de ce tirage. Par contre, 3 et 7, 10, j'ai 6. Il gagne l'autre, donc il met un point. Donc ça y est, il est en train de prendre son envol, ce bougre. 13 contre 9. Est-ce que, par contre, c'est pas fini? J'ai quand même ça, pour rappel. C'est que la taverne me fait un point de légende par production de nourriture dans votre royaume. J'en produis une, j'en produis deux, j'en produis trois. 1, 2, 3. Et oui, on recolle un petit peu au score. On n'est pas là pour se faire distancer. On va vendre charmant notre peau. Oui, bien sûr. Phase des revenus. En phase des revenus, nous gagnons 2 pièces. Pas mal. 2 pièces. Plus certains effets. Et c'est pareil, la taverne, plus une pièce par nourriture dans notre royaume. Ça tombe bien. 2, 3, hein, forcément, c'est la même. Donc on va prendre 3 pièces de plus. Voilà comment on s'enrichit. 1, 2, 3. Nous arrivons à la phase de construction. Donc là, on va suivre notre plan. Nous allons construire une ville directement au niveau 2. On a besoin pour cela de produire 3 bois et de payer 2 pièces de plus parce qu'on a déjà un bâtiment. On va mettre ça comme ça. Donc ok, 2 pièces de plus, les voici. Et la production, c'est bon. Ça marche comme dans Seven Wonders. Hein. Il faut produire pour dire ouais, c'est bon. Ça se fait, on les utilise. Il n'y a pas de jetons qui représentent ça. Ça ne peut pas se stocker. Quoi. De toute façon, comme on peut construire qu'un bâtiment par tour, on peut pas tellement truander le jeu. Donc là, on produit des trucs en plus. Hein. On produit du minéraux, là, du minerai, du bois et de la nourriture en plus. Donc ça va comboter avec la taverne. C'est toujours bien. Nous arrivons à la phase d'âge. Les unités trop anciennes, trop vieilles meurent. Le fermier. Voilà, de vieillesse. Et les autres prennent un peu de rides. Hop, troisième tour, on y retourne. Bah oui, on aime bien le jeu, on apprécie le jeu, on y va, ouais. 5 cartes. Où est de l'archer là?
L'archère. L'archère peut combattre depuis l'arrière. Ça, c'est bien pour augmenter notre force, surtout qu'on est dans le dur. Ça tape fort ce tour-ci, ça va retaper fort ce tour-ci. Ouais, bah pourquoi pas. Le colporteur à nouveau, ouais, qui va lui ramener des points de légende à notre copain en face. L'archère, le mineur encore. Le maître alchimiste, alors lui, il y a beaucoup de choses. Niveau 2, il fait que en attaque, c'est plutôt quelqu'un qui va être sur la ligne la ligne arrière. En phase 2, il met une vieillesse sur une même unité par nourriture produite dans le royaume. Ça fait beaucoup, parce que j'en produis pas mal. En phase 3, il gagnera un point de légende par minéraux, sale minéraux, par minerai dans votre royaume à chaque guerre remportée. Et ça part mal, hein, cette histoire. Et une pièce par bois produit dans votre royaume. Ça, par contre, c'est pas mal. Mais la vieillesse et tout et tout. Non, honnêtement, on va partir. Alors tant pis pour le colporteur, même si je lâche un. Ça m'ennuie de lâcher une unité de bois, mais j'ai un emplacement vide là. L'archère me paraît bien. Ouais, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je les retourne, hein. Je pourrais mettre comme ça, hein, c'est pareil. On va faire ici. Là. On prend 4 cartes. Nous avons une négociante en bois qui dit oh, ça se passe en 5, attention, ça c'est 2 points de légende pour lui. Vous pouvez payer une pièce au lieu de bois autant de fois que souhaité. Alors je produis plein de bois cette fois-ci, c'est pas vraiment le moment, mais je la prendrai bien juste pour pas qu'il l'ait. Ah, le change-forme, c'est toujours amusant. Parce que c'est du loto, ça. Quand on le place, on pioche et on défausse des cartes de la pile jusqu'à révéler une unité au coût de 3 ou moins, et on déploie gratuitement à la place du change-forme. Il y aura par contre un pion vieillesse. Donc ça peut être un truc bien, comme ça peut être un truc nul. Ouais, on verra bien. Si j'ai rien d'autre à faire, mais je pense que la négociante en bois, les 2 points de légende, c'est trop violent. Et ouais, c'est trop violent. La salamandre, ah, elle a un truc qui se passe en phase 6. Et ça ramène un point. Chaque carte avec au moins un effet en phase 6. Donc la salamandre, elle a 4 de combat. Elle a plus 1 par pion vieillesse. Vous voyez, la combo avec la vieillesse. Et elle ne meurt qu'avec 2 pions vieillesse ou plus. Donc celle-là, combattrait jusqu'à la fin. Je serais tenté de la prendre quand même, parce que ça tabasse pas mal. Et l'esprit des cavernes produit du minerai. Elle a déjà une vieillesse sur elle, mais elle tape pas 4. Je vais prendre la salamandre. Tant pis, je vais laisser passer celle qui fait 2. Qui lui fait 2 points de légende, et je vais en prendre une qui lui fait 1 point de légende. Je perds qu'un point de légende dans le trade. Là, on a un chevalier. Ok, on avait déjà un en réserve. Oh, il y a l'autre négociante en bois, et j'ai pas le choix. Faut que je la prenne, faut pas que je lui laisse s'envoler avec ses points de légende. Il y a 9 cartes, donc là on est reparti. J'aimerais bien avoir le change-pot, je trouve ça rigolo. C'est complètement random, mais je trouve ça rigolo. Ah. On n'a pas le change-pot, mais on a quelque chose qui produit du bois. L'esprit des cavernes, je pense pas que je le jouerai. Non, on va rester sur le colporteur. Hop, voilà. Et le change-forme, yes. On l'a. On a quand même laissé passer des points là pour lui. Le change-forme. Hein. On va pouvoir jouer au loto, c'est rigolo. Alors la carte que j'avais conservée, le chevalier. Là maintenant, comment on bidouille ça? Est-ce que je conserve mes bûcherons? Je sais pas. Ce qui aurait été cool, c'est d'avoir une carte. La caserne, par exemple, aurait été pas mal, parce que... Quoique non, la caserne, c'est des plus ça en force par bois dans le royaume. Non, en fait, c'est pas ce que je cherche à faire. La négociante, on l'a clairement conservée pour ne pas qu'il l'ait. On la jouera pas. Je vais la mettre là pour l'instant, mais je pense qu'elle va carrément dégager, je la garderai pas. La salamandre, on l'a clairement prise pour attaquer avec. Alors je peux réorganiser mes troupes, hein. Je suis pas obligé de les laisser comme ça, je peux dire tiens toi tu vas derrière, etc. Le chasseur va rester à l'avant pour l'instant. Le colporteur c'est un peu pareil, je l'ai pris pour qu'il ait pas le point, donc ça m'intéresse pas plus que ça. L'archer en arrière c'est obligatoire. Il y a une pièce tout de suite, je la jouerai dans tous les cas. Même pas sûr de jouer le change-forme en réalité. Parce que le chevalier est peut-être plus intéressant parce que ça va être 4 sur 2 tours. Il me reste 2 manches à jouer. Ouais. Et on n'a plus tellement besoin de produire du bois.
Donc je vais même... on va licencier un bûcheron. Hop, pour jouer le chevalier. La salamandre, on licencie tous les bûcherons? Ça va me coûter cher de faire du bâtiment derrière. Si je garde un bois, je peux faire la mine. Qui va apporter encore 2 points à la fin. Ah ah. Pourquoi pas. La caserne ou bien. La caserne? La caserne peut être une bonne idée. Je produis ce qu'il faut, il me manque un bois. Le bois, je déclare fond des forêts. Le bûcheron peut partir. On va jouer la salamandre. Je sais pas si j'aurai assez de pièces par contre. J'aurai peut-être pas assez de pièces. J'ai pas fait de calcul. Je paye 2 pièces. Je me demande si je me suis pas un peu merdé là-dessus. Donc grâce à la taverne, je les aurai, mais c'est-à-dire que je serai très ric-rac pour la dernière phase. Et le change-forme, est-ce que je le tente? J'ai pas tellement intérêt, ils viennent d'arriver, ils sont frais. J'ai besoin de ces productions. Le chasseur produit de la bouffe, j'en ai besoin pour l'argent. Eux, j'en aurais pas besoin de toute façon à la fin. Donc je vais garder le change-forme en réserve. Ça me fera toujours une troupe neuve pour remplacer mon chasseur ou l'enfant des forêts. Sûrement le chasseur à mon avis. Et ça va partir dans la défausse. C'est bon pour mon c'est bon pour mon déploiement. Attendez, je suis en train de faire mon déploiement, j'ai pas fait les points du méchant. J'ai pas fait les points du méchant, il met un point. Il met un point. Il fait tout ce qui est 5. Il y avait celle-là, on l'avait vu. Il fait 2 points. Tout ce qui produit du bois, 1. Un point. Et tout ce qui impacte la phase 6, il n'y a personne. Ok. Bon. On est mené 18-12 pour l'instant. Maintenant, on va dévoiler pendant la phase de guerre. Oh là là, c'est violent. 4 et 6 au niveau des forces, là, 4 en noir, 6 en violet. Je vais prendre le tarif. Il fera 5 points de victoire. Et pour la prochaine manche, il fera 2 points de légende pour chaque unité de force 4 ou plus. Ouais, dans ce qui sera dans les enfers. Bon. Donc c'est 8 à battre et 13 à battre. 8 et 13. Je suis à combien, moi? Je suis à 4. Pour l'instant, j'ai pas de plus 1. Il n'y a pas de vieillesse sur la salamandre. Et 4, 8. Et 2, 10. Et 2, 12. Donc je bats pas les 13. Mais je bats les 8. Ah, je pensais que ça allait passer même sur les violets qui sont toujours plus forts. Mais non, je ne les bats pas. Alors, reprécision, un archer peut tirer depuis l'arrière, c'est pour ça. Je gagne un combat, il en gagne un. Il en gagne un point. Il en gagne un, 3 points. 19 à 15. Je me rapproche un petit peu. Je vais reprendre des points quand même, parce qu'en phase 3, il y a toujours ce point de légende par nourriture produite dans mon royaume. L'enfant des forêts en produit une. Pas la taverne, mais la ville. La ville en produit une aussi. Ça me fait 2. Je suis derrière. Je m'accroche comme je peux. Continue à avancer d'un 5 d'un coup, là, ça va faire mal après. C'est ça, ça c'est pour la guerre. Les revenus, maintenant. Les revenus. 2 de base. Une pièce par revenu issu de la nourriture. Donc 1, 2, 3. Le chasseur est à l'avant. On est à 6 pièces. C'est tout pour les revenus. La phase de construction. Je vais partir. J'avais dit quoi, la caserne? Oui, j'avais dit la caserne. Directement niveau 2. Hop. Ça me coûte 2 bois, une bouffe. 2 bois, une bouffe. Donc c'est bon. 4 pièces. Parce que j'ai déjà deux bâtiments construits avant. Donc 2 et 2 pièces plus. Et c'est bon. La phase d'âge. Le chasseur est trop vieux. Il prend sa retraite. L'enfant des forêts n'est plus un enfant. Prend sa retraite.
Et nous arrivons au dernier âge. Au dernier tour. Attendez. Et eux vieillissent, bien sûr. Le chevalier vieillit, la salamandre vieillit, l'archer vieillit. Faut bien les faire vieillir. Qu'avons-nous ici? Une pillarde qui gagne une pièce par guerre remportée. Bon, écoute, 1 pour 3 de combat, pourquoi pas. La chiromancienne, qui, attention, carte en 6. Pas oublier non plus que, attention aussi, le roi Liche, pour chaque unité de force Catubus, se fait 2 points de légende. Donc on va essayer d'éviter de laisser passer les grosses valeurs en combat. Chiromancienne 6, ça va faire 1 point, et c'est 1 point par vieillesse sur vos unités qui meurent. Ah, 1 point. 1 point de légende par vieillesse sur vos unités qui meurent. Alors, ce qui est dommage, je gagnerais 2 points. Parce que la salamandre, elle meurt, et il faut 2 vieillesses pour mourir. Dommage. Il faudrait espérer tomber sur une carte derrière qui donne de la vieillesse. C'est là où c'est intéressant d'avoir la maîtresse du temps. Mais il y en a deux qui sont sortis tout à l'heure, donc c'est peu probable que je retombe sur une maintenant. La pillarde encore, la forgeronne qui donne une pièce, ouais bon, c'est pas le moment. Et l'aventurière qui... J'ai que 2 pièces de recrutement aussi, hein. Je me méfie de ça. C'est quel carte que j'avais gardé déjà? Elle change forme. Pas probable que je le joue celui-là. En plus, le change-forme va mettre une vieillesse directement sur la carte qui va arriver. Ça peut être intéressant de jouer la chiromancienne quand même. Sauf qu'elle va me coûter 2. C'est-à-dire que je jouerai que du 0 derrière. Je vais quand même tenter de la garder. Parce qu'elle a un effet en 6, ça fait 1 point pour lui, donc autant lui retirer. Allez, la deuxième main. Oh, le singe chapardeur. Effet en 6, -1, donc on gagne une pièce quand on joue. Il fait gagner des pièces quand il y a de la vieillesse sur le singe, quand il meurt. Enfin, chaque pion vieillesse sur le singe quand il meurt, ça fait -1. Ouais. Ça servira pas, mais le fait qu'il y ait -1, ça peut être bien quand même. Pour moi, on va gratter une pièce de recrutement. Forgeron, non. Ah, chasseur, ça peut être bien, parce que 2, c'est quand même pas vilain. Mais je risque de pas le mettre à l'avant aussi, c'est ça le problème. Force 4 ici, on va le prendre. On veut pas qu'il l'ait. Ah, c'est con pour le singe chapardeur, mais c'est 2 points de légende pour lui avec un 4 plus, donc on va laisser le singe. Rigolote cette carte du singe, mais tant pis. Oula, il y a de la grosse carte. Manticore. Ah, alors le problème c'est que les cartes avec des forces variables sont jouées pour le roi Lich comme si l'effet était réalisé. C'est-à-dire que là, on considère que chez le roi Lich, il y a de la viande. Donc il fera 4. Donc ça fera 2 points de légende. Et le Kraken a 9. 2 points de légende. Forcément, 6 pièces et c'est injouable. Et c'est pareil, le Cerbère, 2. Ah, c'est 3 au lieu de 2 si votre royaume produit au moins de la bouffe, mais il faut 0. Alors mon royaume produit de la bouffe. Ce qui m'embête, c'est que je peux pas laisser 2 cartes qui vont donner 4 points de légende, je suis obligé d'en prendre une. Alors que je préfère avoir le Cerbère. On va prendre un Manticore, tant pis. Je ne jouerai pas, à mon avis. Il y a 9 cartes. C'est reparti pour un tour. À 2 pillardes. Bon, bah, j'en prends une et il y en a une qui dégage. Hop, et la dernière, la forgeronne, qui m'intéresse pas vraiment. Ah. Bon, avant de faire mes choix, on va tout de suite jouer la phase de recrutement du roi Lich, parce qu'à chaque fois je la fais à un moment un peu bâtard. On commence par les 5 points. 9 et 5, 24. Son point en plus, 25. Ensuite, comparons ce qui reste comme carte, c'est cette carte. Donc ça, il y a un effet sur la phase 6. 1 point. Il y a une valeur de force 4 ou plus, 2 points. Ça fait mal. L'aventurière, il n'y a rien à déplorer. Le chasseur non plus. Non, je vais regarder les forces. Les forces, c'était tout. Les phases 5, c'est tout. La phase 6 ici. Il y a un point pour la phase 6 avec le petit singe. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Non, après, c'est plus rien. Phase 6 bois, enfin, phase 5, phase 6 bois.
ou force 4, il n'y a plus rien. Voilà, on est mené 29 à 17, ça douille. Bon, que faire? On n'a que 2 pièces. On va pas pouvoir tout jouer. La Manticore, et on a la carte qu'on avait conservée au dernier tour. Le change-forme pourrait être bien pour change-former. La forgeronne, ça va pas être terrible. Bon, très clairement, la pillarde, on la jouera pas. Si on veut faire des points... Ah. Ou alors, je ne prends pas la chiromancienne, et j'essaie de faire des points en combat. Et là, je crame mon argent là-dedans. Le Manticore à 4, plus admettons, esprit des... Non mais eux sont déjà au max, là, 4 et 5. On est déjà à 9, je pourrais jouer qu'une carte devant. Si je tente le change-forme, si je tombe sur un truc tout pourri qui fait 0, j'ai l'air vraiment fin. Et là, je suis à 9, je suis à 11 de base. 11, il y a quand même moyen de battre l'armée noire, ça me paraît jouable. L'armée violette, ça va dépendre. Et j'imagine que la dernière carte est un peu plus forte. Ouais, mais je suis obligé de jouer. Si je veux jouer sur le fait que ça gagne du point avec les unités qui meurent, je suis obligé de jouer le change-forme ici pour 0 et la cure ancienne pour 2. J'ai pas le choix en fait. Le reste des cartes peut dégager, j'en aurai aucune utilité. J'ai même pas besoin d'en conserver, hein. C'est le 4ème tour, et pas besoin de garder ça. Je paye mes 2 pièces bien sûr. Et on passe à la phase de guerre, parce que le déploiement... Ah oui, le déploiement n'est pas fini, on va jouer maintenant le change-forme. On pioche, on défausse jusqu'à révéler une unité de coût 3 ou moins. Un enfant des forêts. Pas de choix. Donc on se retrouve avec un enfant des forêts de force 1. Incroyable. Mais ce qui est quand même pas si vilain, c'est que ça produit du bois et de la bouffe. La bouffe, bah, le bois c'est bien pour la caserne, et la bouffe c'est bien pour la taverne. Au final, on n'est pas si perdant que ça avec ce change-forme. Et ça va donner un point de légende en plus. Voilà, c'est pas une salamandre qui meurt au bout de 2 vieillesse, etc. De toute façon, il n'y avait qu'une salamandre dans le deck. La phase de guerre, on va révéler cette carte-là, qui dit que le roi Lich a 5 et 8 en combat. Il n'y a pas d'effet en plus, parce que de toute façon, il n'y aura pas de phase suivante. Par contre, le 3 points, il va marquer en fin de partie. Ça lui fait une valeur totale armée noire à 9, armée violette à 14. 9 et 14. Le 9, on va le passer sans trop de difficulté. Le 14, ça va être autre chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre en combat? Par contre, j'ai un bonus. Avec ma caserne, on va revisionner ça. J'ai un +1 par bois produit dans mon royaume. Je produis combien de bois dans mon royaume? Un ici avec la ville. Et un deuxième ici avec l'enfant des forêts. Donc j'ai un +2 à mon total. Donc je suis à 4 plus un pion vieillesse ici 5. Plus 4, 9. Plus 1, 10. Plus 2 de l'archère, 12. Plus de bois, 14. Donc j'arrive in extremis à égaliser la force de l'armée violette. En gros, j'ai 2 victoires. Égalité, c'est une victoire. Et là, c'est une victoire nette contre l'armée noire. Une victoire sur le fil contre l'armée violette, mais lui, il prend un point quand même. Il prend son point. Moi, je suis à +6, donc 17 plus 6, 23. Je cours derrière. Attends-moi, attends-moi. Et c'est pas tout. Pendant la phase de royaume, on a aussi toujours un point de légende par unité avec 3 ou plus dans mon royaume, et un point de légende par viande produite dans mon royaume. Je produis une viande grâce à l'esprit des forêts, je produis une viande grâce à la cité. Donc j'ai 2 points de légende. Et des unités avec 3 de force ou plus dans mon royaume, la salamandre. Et le chevalier, 27. On le rattrape. Ça va être tendu, hein. Ça va être un score assez serré. Je pense que je vais la gagner, mais ça va jouer de pas grand-chose. Ensuite, vous allez voir qu'après, on va me dire en commentaire, oui, mais t'es obligé de compter les points, machin truc, à tel moment. Oh merde, je l'ai perdu. Ça tombe, ça va être ça. Parce qu'on peut jamais tout voir quand on enregistre, c'est bien connu. La phase de revenu. 2 pièces. Je sais pas si je vais réussir à construire quelque chose. 2 pièces, plus... Dans mon royaume, j'ai rien qui produit. Sur mes bâtiments, par contre, une pièce par viande. Bah, 2. J'aurais pas assez pour construire. Non. Faudrait 6 pour entamer la construction d'un nouveau bâtiment. Ce qui est dommage, parce que j'aurais pu faire une mine, par exemple. Ça m'aurait rapporté un point.
Mine niveau 1, petite mine comme ça au passage, mais non. Non, j'ai vraiment rien d'autre qui produit, c'est pas la peine. Et l'âge. Donc là, d'abord, les unités trop vieilles meurent. Alors ça veut dire 1, 2, 3 qui meurent. La salamandre peut tenir un pion de plus. 3 qui meurent, ça veut dire un point de légende par vieillesse sur nos unités qui meurent. 3, 1, 2, 3. Égalité pour l'instant. Ça meurt. Hop. Et puis celles qui ne sont pas mortes encore prennent des pions vieillesse. Ouais. Voilà ce qui reste de mon royaume. Une salamandre et une chiromancienne. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Enfin si. Fin de partie. On ajoute les points de bâtiment. 3, 3. Enfin, d'abord, les points du méchant. 3. Au côté dramatique, on commence par méchant. 33. Et les points du gentil. Donc du j'accélère. 9. 30 et 9. 39. Et c'est tout. Qui a gagné? Qui est le plus beau? Qui est le plus fort? Qui est le plus costaud? C'est Enzo! Ah bah non, c'est j'accélère cette fois-ci. Mais Enzo aurait fait mieux, c'est sûr. Il aurait fait mieux. Voilà pour la partie de Paper Tales en solo. Donc là, effectivement, bah, une seule carte, ça rendait le jeu plus facile. Si j'ai oublié quelque chose de scoring, au pire, je gagnais peut-être de 1 ou quelque chose comme ça. J'ai peut-être oublié 5, hein, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai peut-être oublié 6 d'ailleurs. J'en sais rien. Je vous laisse vérifier. C'est votre petit jeu, ça, d'aller me rectifier dans les commentaires. Ça peut être assez costaud quand même quand on regarde les trucs là. On peut tomber sur une carte en plus. Le roi Lich ajoute plus 1 et plus 1 à la force de ses armées. Alors de base, il a plus 1 partout. Ouais, pourquoi pas. Alors que tout à l'heure, quand je gagne, on est égalité, donc on gagne tous les deux. En réalité, il aurait gagné, il aurait fait 1, j'aurais pas fait 3. Ça change tout de suite la donne. Et puis, le roi Lich gagne un point de légende pour chaque bonus de quête qui s'active au moins une fois. Oui, bonus de quête, c'est ces petits effets là. Ces trucs là. Dès qu'il y en a qui s'activent une fois, il gagne un point de plus. C'est fort. Hein. Ça arrive souvent ce truc là. Où le roi Lich gagne un point de légende supplémentaire pour chaque guerre que ses armées remportent. En gros, supplémentaire pour chaque guerre. Ça veut dire que ces guerres rapportent 2 points au lieu de 1, c'est énorme. Il se serait retrouvé un peu là. Je pense que le niveau 2, j'aurais pu encore gagner s'il avait un deuxième effet. À 3 effets, ça devient vraiment trop chaud. Vraiment, vraiment trop chaud. Bon voilà. Une belle petite victoire pour l'instant. Sauf si elle est invalidée dans les commentaires. Pour un jeu qui me plaît vraiment beaucoup. J'adore ce côté, ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté fluide. Le jeu fluide comme ça qui s'explique assez facilement. Il est quand même assez ressemble de rien, parce que le côté draft, tiens, qu'est-ce que font les voisins? Là, je parle pas uniquement de la partie solo, mais de manière générale, ce que font les voisins, faut faire gaffe, faut contre-drafter, mais en même temps, on a tellement peu de cartes à jouer que est-ce que ça vaut quand même pas mieux de se concentrer sur notre propre stratégie, notre propre économie? Hein. Et, et tout est court, moyen terme, t'as pas de vrai long terme. Je trouve ça cool, ça change un petit peu de ces jeux où il faut tout planifier jusqu'à la fin. Non, là, c'est pas la même vision de l'organisation. C'est pas mal. Maintenant, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo, quelque chose comme ça, un peu plus centré sur le jeu. Peut-être que je joue un petit peu plus aussi entre-temps pour mieux voir. D'autant plus que j'ai l'édition intégrale, donc il y a les 2 extensions en plus. Hein, je parle pas de l'extension solo, mais les 2 extensions en plus, je sais plus comment ça s'appelle. Au-delà du seuil, non, je rien à voir, c'est une extension des bords d'épouvante, ça. Aucun rapport. Ah bref, il y a 2 extensions de plus que j'ai pas encore essayé, et je ne doute pas qu'elles apportent quand même quelque chose, parce que sans mode le paquet est relativement restreint, tout en restant un jeu assez sympa, assez développé, ça qui est bien. Et je serais curieux de voir qu'apportent les 2 extensions. Je sais qu'ils apportent d'autres bâtiments, parce que là on a un set de 5 bâtiments, mais il y en a d'autres qui arrivent. Notre bâtiment, qu'on tire. On a tous les mêmes bâtiments au début de partie, mais on tire aléatoirement à une configuration de 7 de bâtiments. C'est ça qui est pas mal. Et puis ouais, des cartes en plus, des artefacts, des choses.
C'est pas mal. De quoi enrichir davantage, c'est parti. Donc, vraiment, je suis conquis par le jeu. J'ai fort apprécié le jeu, quelles que soient les configurations. Et en solo, bah, je trouve que le challenge est pas mal. On se sent pas trop largué, ça va. J'étais toujours plus ou moins dans la course. C'est juste un moment où il commence à prendre le large, mais comme j'ai un peu forcé sur les bâtiments, au détriment des troupes, je prenais un petit peu ce que je pouvais, pas trop cher, et ça s'est pas trop mal goupillé pour moi. Heureusement que je tiens la route avec les guerres, en fait. C'est ça qui me fait me maintenir à flot, parce que sans ça, j'aurais été vraiment dans le dur. J'avoue que ça se joue facilement le solo. Les règles sont pas complexes du tout, hein. C'est au niveau du jeu. Le solo est au niveau du jeu. C'est fluide, c'est limpide, tout est franchement bien expliqué. Il y a aucune difficulté à comprendre les cartes. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Il y a pas beaucoup de texte sur les cartes. Donc même un débutant, ok, il va peut-être prendre un chouïa plus de temps à lire les cartes, mais il y a tellement peu de texte que ça va vite. Bon, c'est cool, c'est super. Vraiment, je valide ce jeu et celui-là, il va rester dans la ludothèque personnelle, à mon avis, un bon bout de temps. Voilà. Peut-être même bien que si j'avais fait mon top 50 un petit peu plus tard, il aurait pu être dans mon top 50. Je pense. Je pense, ouais, assez facilement. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'était fait avant. Donc, j'ai pas plus de choses à dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très vite. Allez, salut!